Donc on vient de voir que les ovaires avaient un fonctionnement cyclique, et ce fonctionnement cyclique va être contrôlé par la production d'hormones de deux structures cérébrales, donc qui sont situées ici, qui vont former un complexe, donc le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse, donc c'est une petite glande qui est située à la base du cerveau, va produire deux hormones. La LH, hormone lutéinoïsante, et la FSH. Ces deux hormones vont agir sur les ovaires. Donc on les dénomme des gonadostimulines. Donc leur production par l'hypophyse, donc leur concentration, va aussi varier de façon cyclique. Donc là on le voit, donc la FSH. Et puis la LH qui va déclencher l'ovulation, donc on parle de décharge ovulante, le 14e jour. La FSH, elle, va stimuler la croissance du follicule ovarien. Donc la concentration croissante de FSH durant la phase folliculaire va donc favoriser la croissance et la maturation du follicule ovarien. Et lorsque la concentration en oestradiol va devenir importante, l'hypophyse va interpréter ce signal en libérant de grandes quantités de LH. Donc si vous vous rappelez, on avait dit que les ovaires produisaient de plus en plus d'oestradiol. Et ce pic d'oestradiol va déclencher dans le cerveau un pic de LH. Et c'est ce pic de LH qui va déclencher l'ovulation. Donc on parle, je vous le redis, de décharge ovulante. Après l'ovulation, la production d'ostradiol et de progestérone par le corps jaune va bloquer le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ce qui va expliquer les faibles concentrations de LH et de FSH. Au moment où le corps disparaît, l'arrêt de la production de LH et de FSH va débloquer le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et un nouveau cycle va recommencer. Du coup, on parle de rétrocontrôle, de contrôle et de rétrocontrôle pour expliquer le fonctionnement du cerveau et des ovaires. En début de cycle, on va faire ça simplement, en début de cycle, il y a peu d'oestrogènes qui vont exercer donc un rétrocontrôle négatif. Dit autrement, les oestrogènes vont expliquer au cerveau qu'il n'est pas temps encore de déclencher l'ovulation. Donc le cerveau va produire de la LH, mais qu'il ne va pas libérer. En milieu de cycle, la quantité d'œstrogène est très importante. Donc là, on va avoir un rétrocontrôle positif sur le cerveau. Dit autrement, les œstrogènes vont informer le cerveau qu'il est temps maintenant de déclencher l'ovulation. Et donc, l'hypophyse va libérer des quantités importantes de LH dans la circulation sanguine, provoquant l'ovulation du follicule mûr. En fin de cycle, peu d'oestrogènes, beaucoup de progestérone, on va donc avoir un rétrocontrôle, une rétroaction négative sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Comment cela se passe maintenant chez l'homme? Donc un testicule fonctionnel va comporter des tubes séminifères, donc on les voit ici, donc c'est des ronds, dans lesquels vont être produits les spermatozoïdes. Cette production doit être constante, et donc entre les tubes séminifères, donc en couleur, vont se trouver des cellules interstitielles qui vont produire une hormone donc, que l'on appelle la testostérone. Donc cette hormone, cette testostérone, va être véhiculée par le sang et va moduler à très faible dose l'activité et le métabolisme des cellules en se fixant sur leurs récepteurs membranaires spécifiques. Donc ce sont des hormones, vous vous rappelez l'introduction. Donc ces hormones vont être capables d'agir sur des organes cibles. Et donc de la puberté jusqu'à la mort, le taux de testostérone dans le plasma peut être considéré comme à peu près stable entre 3 et 10 nanogrammes par litre. Même si on peut observer de petites fluctuations sur 24 heures. La durée de vie de la testostérone est de l'ordre de 15 minutes. Donc la testostérone va agir en stimulant les tissus responsables des caractères sexuels secondaires, donc par exemple le système capillaire et pileux, mais aussi en stimulant la formation des spermatozoïdes, donc en favorisant la spermatogénèse.
C'est ce que vous avez ici. Donc la testostérone, produite par les tubes interstitiels, agit sur les tubes séminifères pour permettre la production de spermatozoïdes et va aussi agir sur les caractères sexuels secondaires. Le taux de testostérone dans le sang est à peu près constant, ce qui explique donc du coup la production de spermatozoïdes tout au long de la vie. Alors à peu près constant, sauf que on observe des petites variations tout au long de la journée entre une augmentation de la production de testostérone et une diminution de la production de testostérone. Tout simplement, en fait, parce que la testostérone va exercer un rétrocontrôle négatif sur le cerveau, donc sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, où l'hypophyse va également produire deux hormones, la FSH, qui va stimuler la production de spermatozoïdes, et la LH, qui va agir sur les tissus interstitiels. Ce rétrocontrôle négatif va signifier au cerveau que la production de testostérone est suffisante, donc on va arrêter de produire de la LH. Du coup, la concentration en testostérone va diminuer puisqu'elle va être consommée. Et lorsque on va atteindre un seuil, ce rétrocontrôle négatif va s'arrêter et donc l'hypophyse va reproduire de la LH qui va permettre la production de testostérone. J'arrête d'en produire, j'en reproduis. J'arrête de produire la testostérone, je produis la testostérone. Donc ce fonctionnement cyclique assure une concentration à peu près constante tout au long de la journée. Alors, ça varie aussi sur 24 heures, puisqu'en globalement, la testostérone va être produite la nuit et consommée le jour. Donc la formation de la testostérone va être soumise à un contrôle exercé par le complexe hypothalamo-hypophysaire au moyen des hormones donc, que sont la LH et la FSH. La FSH va stimuler la production de spermatozoïdes, alors que la LH va stimuler la synthèse de la testostérone par les cellules interstitielles. En retour, la testostérone va exercer un rétrocontrôle sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire, donc pour limiter la quantité de testostérone produite. On va parler un petit peu de sexualité et puis notamment de contraception, donc explorer un petit peu les quatre voies, les quatre possibilités, les quatre méthodes possibles. On va pas toutes les passer en revue, mais on va essayer d'en choisir quelques-unes. Puisqu'en fait, la connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles produites par l'homme et par la femme a permis progressivement de mettre au point des molécules de synthèse exogènes, du coup, qui sont pas internes, donc qui sont pas endogènes, qui vont tromper le système et permettre une maîtrise de la procréation, avec de moins en moins d'effets secondaires, puisque la pilule, notamment, peut engendrer des effets secondaires importants. Alors, on a 4 grandes méthodes. La première, c'est une méthode naturelle. Donc là, il n'y a pas de prise de médicaments. Par exemple, le retrait, il suffit, qui consiste à retirer la verge, donc le pénis, juste avant l'éjaculation. Donc du coup, il n'y a pas de spermatozoïdes dans le vagin. Une méthode qui me paraît intéressante, donc c'est le suivi de la température, puisqu'en fait, au moment de l'ovulation, la température interne de la femme va varier, va augmenter de quelques dixièmes, on ne va pas passer de 37 à 39, mais donc au moment de l'ovulation, il va y avoir une légère augmentation de la température. Donc en suivant sa température sur plusieurs cycles, on peut déterminer assez précisément la période de fécondité et donc du coup de non-fécondité. Donc le suivi de la glaire cervicale, donc là c'est évaluer la filance de la glaire. L'idée c'est d'éviter le passage des spermatozoïdes. Les méthodes locales, donc physiques, préservatifs masculins ou féminins, donc là vous connaissez, sont des en latex, qui vont être placés donc soit sur la verge ou soit à l'intérieur du vagin, si c'est un préservatif interne. Le stérilet aussi que vous connaissez, donc c'est un appareil en plastique qui va créer une altération de la muqueuse utérine, empêchant donc la nidation. Alors les plus récents stérilés contiennent maintenant aussi des hormones. La cupule cervicale, donc qui va empêcher, qui va avoir une action spermicide, qui va empêcher le passage des spermatozoïdes dans l'utérus, et puis l'usage donc de spermicides qui vont détruire les spermatozoïdes. La contraception hormonale,
donc qui est plus, donc là, du coup, pour les filles, même si des recherches sont en cours pour, pour une contraception hormonale masculine. Donc il y a des pilules, comprimés oraux, donc peut-être que certaines d'entre vous les utilisent. Alors, comment agit cette contraception? Donc il y a 3 grands mécanismes. Je vais passer ici. En bloquant, la première action, ça va être de bloquer l'ovulation, puisqu'en fait, les pilules vont bloquer, sont des analogues à l'œstrogène, donc vont se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes, donc vont empêcher les oestrogènes d'informer le cerveau que de l'état d'avancement du follicule primaire. Donc le cerveau ne pourra pas déclencher l'ovulation. Donc on peut dire que l'hypophyse va être mise au repos et va cesser de stimuler les ovaires, de sorte que l'ovulation, du coup, n'a pas lieu. On doit aussi vérifier que l'équilibre hormonal est respecté. Ces produits sont des analogues des molécules présentes naturellement. Donc les molécules présentes naturellement, ce sont des molécules endogènes, mais ce sont les concentrations des substances actives qui ne sont pas les mêmes que dans le corps féminin. Donc ces molécules exogènes vont leurrer, vont tromper l'organisme. Deuxième principe, ça va être d'empêcher l'ovocyte et le spermatozoïde de se rencontrer. Donc ici, on peut utiliser une pilule progestative, donc qui va être prise quotidiennement, qui va agir en coagulant la glaire dans le col de l'utérus, ce qui va empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovocyte. Donc on va maintenir en fait une glaire cervicale épaisse. On peut aussi empêcher l'œuf de s'implanter dans l'utérus. Donc là, par exemple, le stérilet, donc dispositif intra-utérin, donc soit en cuivre, soit hormonal. Le cuivre va rendre les spermatozoïdes inactifs, et le DIU hormonal, il contient une hormone progestative qui va délivrer en toute petite quantité, et cette hormone aura plusieurs effets. Un effet contraceptif, donc en épaississant les sécrétions du col de l'utérus, donc les spermatozoïdes ne peuvent plus passer, ou un effet sur les règles. Le DIU hormonal peut diminuer la durée et le volume des règles, ainsi que les contractions douloureuses qui les accompagnent. Certaines utilisatrices n'ont d'ailleurs pas de règles pendant qu'elles ont un DIU hormonal. Dans ce cas, ne pas avoir ces règles est sans danger, donc du coup pour la santé ou pour la fertilité. Donc si je reviens à mon tableau, on peut également avoir des implants, des patchs ou des anneaux vaginaux qui vont avoir les mêmes effets que la pilule. Et puis il y a des méthodes définitives, comme la stérilisation féminine, donc là c'est la ligature des trompes, ou la stérilisation masculine, donc la vasectomie. Quelques informations sur la pilule du lendemain. Donc c'est la contraception d'urgence, c'est un médicament qui est à utiliser en cas de rapport sexuel mâle ou non protégé. Par exemple, si un préservatif s'est rompu, ou alors s'il y a une absence tout simplement de contraception. Donc ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé qu'il faut prendre le plus tôt possible, car son efficacité va diminuer avec le temps. Il en existe deux types. Le lévonorgestrel et puis l'ulipristal, acétate. Le lévonorgestrel doit être pris au plus tard dans les 3 jours après le rapport sexuel, mâle ou non protégé. L'ulipristal, lui, doit être pris au plus tard dans les 5 jours après un rapport sexuel non ou mal protégé. Attention, ces molécules ne sont pas efficaces à 100%. Et donc le RU486 est une molécule dont la structure est proche de la progestérone, mais qui a une plus grande affinité avec les récepteurs à progestérone des cellules de la muqueuse utérine. Alors, pris lors de la phase du corps jaune, le RU486 va monopoliser les récepteurs de la progestérone, en empêchant l'endomètre de répondre à l'action de la progestérone sécrétée par le corps jaune. Alors, bien que se fixant sur les mêmes récepteurs, le RU486 n'a pas les propriétés de la progestérone. Il n'agit pas sur les cellules cibles et ne provoque pas le maintien de la muqueuse utérine, et ne bloque donc pas les contractions utérines. Il entraîne donc par conséquent des règles anticipées et va donc s'opposer à l'action de la progestérone qui a pour but de favoriser la nidation.
Donc la prise